Je me sens soulagée d'avoir enfin parlé parce que ça faisait 2 mois et demi que je vivais avec la torture du mal que l'on m'avait fait en moi. Et il fallait à un moment donné que je la partage. Et si, derrière l'une des voix les plus aimées de France, se cachait aujourd'hui l'affaire la plus troublante du monde du spectacle français? Pendant plus de 30 ans, Patrick Bruel a occupé une place à part dans le cœur du public. Il n'était pas simplement un chanteur populaire. Il faisait partie de la mémoire intime de millions de Français. Ses chansons accompagnaient les histoires d'amour, les longues routes d'été, les séparations douloureuses, les souvenirs de jeunesse qu'on croyait oubliés. Sa voix traversait les générations avec une facilité rare. Elle évoquait l'émotion, la nostalgie, la passion. Patrick Bruel, c'était un visage familier, rassurant, presque indissociable du paysage sentimental français. Sur scène, il remplissait encore les salles. Son public chantait avec lui les paroles apprises des décennies plus tôt. Son nom semblait appartenir à cette catégorie très rare d'artistes que le temps n'efface pas. Ceux que l'on pense connaître, ceux que l'on croit impossible à voir tomber. Et pourtant, depuis plusieurs semaines, quelque chose a changé. Un trouble s'est installé, d'abord discret, presque imperceptible, puis de plus en plus visible. Une tension dans les médias, des titres plus lourds, des discussions de plus en plus vives sur les plateaux de télévision. Puis les réseaux sociaux se sont emballés. La presse s'est emparée de l'affaire. Et soudain, ce qui ressemblait à une rumeur lointaine a pris une ampleur nationale. Des femmes parlent, des témoignages apparaissent, des récits longtemps tus remontent à la surface. Et autour du nom de Patrick Bruel, un silence ancien semble brutalement se fissurer. Le choc est immense, parce qu'il ne s'agit pas d'un artiste oublié ou d'une figure marginale, il s'agit d'un homme adulé depuis des décennies, d'une icône populaire, d'un chanteur que des millions de Français ont applaudi, aimé, défendu. Voir son nom apparaître au cœur d'accusations aussi graves provoque une onde de choc émotionnel bien au-delà du monde artistique. Depuis, le pays semble suspendu à la même question. Comment en est-on arrivé là? Comment une figure aussi installée, aussi familière, peut-elle se retrouver au centre d'un tel séisme médiatique et judiciaire? Patrick Bruel, de son côté, conteste fermement. Il nie les accusations portées contre lui. Il affirme n'avoir jamais forcé aucune femme. Il refuse de se retirer de la scène. Il continue à chanter, à apparaître en public, à poursuivre sa tournée, malgré la pression qui grandit autour de lui. Mais la tempête, elle, ne ralentit pas. Chaque jour semble apporter un nouveau témoignage, une nouvelle réaction, un nouveau débat. Et dans cette affaire déjà explosive, une prise de parole va particulièrement bouleverser l'opinion, parce qu'elle ne vient ni d'une journaliste, ni d'une militante, ni d'une inconnue. Elle vient d'une femme que la France connaît depuis longtemps, une femme qui a elle-même partagé un morceau de vie avec Patrick Bruel, et qui, aujourd'hui, refuse pourtant d'ignorer la parole des accusatrices. Mais avant cela, un autre témoignage va tout faire basculer. Un récit intime, un récit douloureux, un récit porté par Flavie Flament, et qui va ouvrir une brèche impossible à refermer. Dans les grandes affaires qui secouent l'opinion, il y a souvent un moment précis où tout bascule. Un instant où le doute quitte les coulisses pour s'installer au centre du débat public. Dans l'affaire Patrick Bruel, ce moment porte le visage de Flavie Flament. Lorsque son nom apparaît dans cette histoire, le climat change immédiatement, parce qu'il ne s'agit plus seulement de rumeurs, de murmures ou de témoignages anonymes relayés dans la presse. Il s'agit d'une femme que des millions de Français connaissent depuis longtemps. Une voix familière de la télévision, une personnalité publique dont le visage accompagne les téléspectateurs depuis des années. Et lorsqu'elle décide de parler, la France entière écoute. Ce qui frappe d'abord dans son récit, c'est sa retenue. Elle ne parle ni avec colère spectaculaire, ni avec volonté de provoquer. Elle parle avec difficulté. Comme si les mots revenaient de très loin. Comme s'ils avaient attendu des années avant de pouvoir sortir. Son témoignage n'est pas raconté comme une histoire parfaitement reconstruite. Il avance par fragments, par sensations, par souvenirs incomplets, par silences parfois plus lourds que les phrases elles-mêmes. Elle remonte alors au début des années 1990. Elle n'a que 16 ans. Patrick Bruel est déjà une immense vedette. À cette époque, il est partout, dans les magazines, à la radio, à la télévision, sur scène. Il incarne la passion, le succès, la célébrité. Pour beaucoup de jeunes femmes de cette génération, il représente une figure fascinante, presque inaccessible. Flavie, elle, raconte une rencontre qui va marquer sa mémoire durablement.
Selon son témoignage, elle se rend dans un appartement parisien où Patrick Bruel se trouve. Puis, le récit devient flou. C'est précisément ce flou qui bouleverse, parce qu'elle décrit une mémoire trouée, des souvenirs incomplets, comme des images cassées qui refusent encore de s'assembler complètement malgré les années. Elle parle d'une perte de repères, d'un réveil dans un état de confusion profonde, d'une sensation persistante de ne jamais avoir totalement compris ce qu'il s'était passé ce jour-là. Et c'est peut-être cela qui touche autant l'opinion publique, cette impossibilité apparente de refermer complètement la scène. Certaines blessures laissent des cicatrices visibles. D'autres restent dans l'ombre, suspendues entre mémoire et silence. Elles reviennent par vagues, par sensations, par impressions. Elles prennent parfois des années avant de trouver les mots justes. Pendant longtemps, Flavie Flament s'est tue. Puis un jour, parler devient nécessaire. Non pas pour créer un scandale, non pas pour alimenter les journaux, mais parce qu'arrive un moment où garder le silence pèse plus lourd que raconter. Sa parole provoque alors une secousse immédiate. Les médias s'en emparent. Les débats télévisés se multiplient. Les réactions explosent. Certains expriment leur soutien, d'autres doutent. D'autres encore se demandent pourquoi maintenant ? Pourquoi si tard ? Mais cette question elle-même ouvre un débat plus large encore, celui du temps du traumatisme, du silence et de la difficulté immense qu'il peut y avoir à revenir publiquement sur une histoire aussi intime. En quelques jours, le témoignage de Flavie Flament dépasse largement sa propre histoire personnelle. Il devient le point de départ d'une onde de choc beaucoup plus vaste, car sa prise de parole agit comme un déclencheur, une brèche. Et à travers cette brèche, d'autres voix commencent à émerger. D'autres femmes prennent donc la parole. D'autres récits apparaissent dans la presse. D'autres témoignages viennent alimenter une affaire qui prend soudain une ampleur nationale inattendue. Ce qui ressemblait encore à une révélation isolée devient progressivement un dossier beaucoup plus large, plus complexe et infiniment plus explosif. Après le témoignage bouleversant de Flavie Flament, beaucoup pensaient assister à une prise de parole isolée, un récit douloureux, personnel, qui provoquerait l'émotion, puis laisserait place aux réactions habituelles, entre soutien, doute et débat médiatique. Mais ce qui s'est passé ensuite a changé complètement la dimension de l'affaire. Parce qu'après Flavie, d'autres voix ont commencé à émerger. Et avec elles, le silence qui entourait Patrick Bruel depuis tant d'années a commencé à se fissurer de toutes parts. Plusieurs femmes décrivent des scènes vécues à différentes périodes, dans des contextes différents, parfois à des décennies d'écart. Certaines racontent des rencontres dans un cadre privé, d'autres évoquent des soirées ou des moments en coulisses après des événements professionnels. Les récits ne sont pas identiques. Pourtant, dans l'opinion publique, quelque chose trouble profondément. Certaines descriptions semblent faire écho les unes aux autres. Parmi les témoignages les plus commentés figure celui de Daniela Elsner. Elle décrit une scène remontant aux années 1990 au Mexique lors d'un festival. Selon son récit, Patrick Bruel l'aurait approchée alors qu'elle se trouvait près d'un véhicule à l'extérieur d'un hôtel. Elle affirme avoir été immobilisée, embrassée contre son gré et touchée de manière insistante. Elle raconte ensuite avoir réussi à se débattre et à s'échapper dans un état de choc. Un récit extrêmement fort, détaillé, qui a profondément marqué les lecteurs lorsqu'il a été rendu public. Puis la parole s'élargit encore. La chanteuse Lio intervient publiquement et affirme que certains comportements attribués à Patrick Bruel étaient connus depuis longtemps dans certains milieux du spectacle. Ces déclarations provoquent une onde de choc supplémentaire. Parce qu'elle ne parle pas d'une surprise absolue, elle laisse entendre qu'autour de l'artiste, certaines attitudes auraient déjà été évoquées depuis des années, souvent à voix basse, sans jamais vraiment sortir publiquement. De son côté, l'ancienne Miss France Valérie Bègue raconte avoir assisté à une scène qu'elle qualifie de profondément dérangeante. Sans affirmer avoir été elle-même victime, elle décrit un moment qui l'aurait mise très mal à l'aise et qui, selon ses mots, l'aurait durablement marquée. Son témoignage renforce encore le sentiment de malaise autour de l'affaire. Et soudain, tout change. L'affaire n'est plus seulement judiciaire. Elle devient émotionnelle, culturelle, collective. Sur les plateaux télévisés, les débats se succèdent. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les articles se multiplient. Chaque nouvelle prise de parole relance les discussions et ajoute du poids à une affaire déjà explosive. En face, Patrick Bruel nie catégoriquement. Il conteste les accusations. Il affirme n'avoir jamais forcé aucune femme. Il refuse les faits qui lui sont reprochés. Mais pendant que lui parle,
d'autres femmes continuent à raconter. Et plus elles racontent, plus l'opinion se fracture. Certains continuent de défendre l'artiste qu'ils admirent depuis 30 ans. D'autres estiment que le nombre de témoignages est désormais trop important pour être ignoré. Entre admiration passée, émotion présente et recherche de vérité, une immense zone de tension s'installe dans tout le pays. Puis, au milieu de cette tempête, une nouvelle voix va surgir. Inattendue, profondément personnelle, presque impossible à classer. Une femme qui a aimé Patrick Bruel. Une femme qui dit n'avoir jamais rien vécu de violent avec lui. Mais qui, malgré cela, refuse de rejeter la parole des femmes qui témoignent aujourd'hui. Cette femme s'appelle Nathalie Marquet. Et lorsqu'elle prend la parole à son tour, la France entière tend l'oreille. Alors que les témoignages continuent de se multiplier et que le nom de Patrick Bruel occupe chaque jour davantage l'espace médiatique, une prise de parole va surprendre la France entière. Une prise de parole d'autant plus marquante qu'elle vient d'une femme qui n'observe pas cette affaire à distance. Une femme qui ne connaît pas Patrick Bruel à travers ses chansons ou ses apparitions publiques, mais à travers un passé plus intime, plus personnel, plus sensible. Cette femme, c'est Nathalie Marquet. Lorsqu'elle accepte de s'exprimer publiquement, beaucoup s'attendent à une réaction tranchée. Soit une défense claire de Patrick Bruel, soit une prise de distance nette. Mais ce qu'elle va dire est beaucoup plus complexe. Et c'est précisément cela qui va toucher autant de monde. Avec beaucoup de calme, Nathalie Marquet rappelle qu'elle a partagé une histoire avec Patrick Bruel lorsqu'elle était plus jeune. Elle évoque une relation vécue dans un autre temps, loin du tumulte d'aujourd'hui. Elle parle d'un homme qu'elle a connu de près, dans la vie privée, loin des projecteurs. Et dans ses souvenirs, Patrick Bruel apparaît comme quelqu'un de tendre, attentif, doux et respectueux. Elle raconte qu'avec elle, tout s'était toujours bien passé, qu'elle n'a jamais été confrontée à la moindre violence ou au moindre comportement déplacé. Elle se souvient aussi d'un séjour passé ensemble des années plus tard, entourée d'amis et de proches, dans une atmosphère familiale et détendue. Elle décrit un Patrick Bruel courtois, élégant, discret, avec les femmes présentes, sans attitude ambiguë ou déplacée. Rien, dit-elle, dans ce qu'elle a vécu personnellement, ne lui avait laissé imaginer ce qui éclate aujourd'hui dans la presse. Et pourtant, malgré ses souvenirs heureux, Nathalie Marquet ne rejette pas la parole des femmes qui accusent de Patrick Bruel. C'est là que son témoignage devient profondément bouleversant, parce qu'elle ne parle ni comme une accusatrice, ni comme une défenseuse aveugle. Elle parle comme une femme partagée entre ce qu'elle a vécu elle-même et ce qu'elle entend aujourd'hui. Lorsqu'on l'interroge sur Flavie Flament, son visage se ferme légèrement, son ton devient plus grave, et elle prononce une phrase qui va immédiatement être reprise partout dans les médias. « Je ne pense pas que Flavie invente ». Quelques mots seulement, mais un immense choc. Car venant d'une ancienne compagne de Patrick Bruel, cette phrase prend un poids particulier. Nathalie Marquet affirme qu'elle apprécie Flavie Flament et qu'elle respecte profondément son courage d'avoir parlé publiquement. Elle dit vouloir avant tout que les femmes soient protégées et aient entendu. Elle insiste sur le fait qu'aucune femme ne devrait avoir peur de prendre la parole lorsqu'elle ressent le besoin de raconter ce qu'elle a vécu. Mais dans le même temps, elle refuse de se substituer à la justice. Elle dit clairement ne pas vouloir juger, ne pas vouloir condamner, et ne pas vouloir choisir un camp avant que toute la lumière soit faite. Son intervention touche énormément parce qu'elle exprime ce que beaucoup ressentent alors en silence, le trouble, le doute, la difficulté à faire coexister deux réalités qui semblent inconciliables. Comment l'homme qu'elle dit avoir connu avec tendresse peut-il être celui que d'autres femmes décrivent aujourd'hui avec douleur ? Comment écouter la parole des victimes présumées sans effacer ce que d'autres disent avoir vécu différemment ? Comment regarder Patrick Bruel comme avant, après cela ? Ces questions restent suspendues dans toute la France. Et pendant que le débat devient chaque jour plus intense, Patrick Bruel finit lui aussi par prendre la parole publiquement pour répondre aux accusations. Alors que les témoignages s'enchaînent, que les débats envahissent les plateaux télévisés et que la pression médiatique devient chaque jour plus forte, beaucoup attendent une seule chose, entendre enfin la voix de Patrick Bruel lui-même. Pendant plusieurs jours, le silence devient presque aussi commenté que l'affaire elle-même. Dans la presse, une question revient sans cesse. Patrick Bruel va-t-il répondre ? Va-t-il se retirer ? Va-t-il annuler ses concerts ? Va-t-il disparaître quelque temps ? Ou au contraire, affronter publiquement la tempête ? Puis vient le moment où il décide de parler.
Sa déclaration est immédiatement relayée partout, reprise dans les journaux, commentée à la télévision, partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux, car chaque mot est désormais scruté. Patrick Bruel nie fermement les accusations portées contre lui. Il affirme n'avoir jamais forcé aucune femme. Il rejette toute idée de violence ou de contrainte. Il exprime sa douleur face à ce qu'il décrit comme une situation profondément injuste à son égard. Il reconnaît que certaines relations passées ont pu être complexes, ambiguës ou douloureuses, mais il conteste catégoriquement les faits les plus graves qui lui sont reprochés. Ses mots sont clairs, son ton est grave, et surtout il annonce une chose que peu attendaient à ce moment-là. Il n'a pas l'intention de quitter la scène. Patrick Bruel affirme vouloir continuer à chanter, continuer à se produire devant le public, continuer sa tournée, continuer son travail. Pour certains de ses proches soutiens, cette décision est perçue comme une manière de rester debout face à la tempête, de défendre son honneur et de ne pas céder à la pression avant qu'une décision judiciaire ne soit rendue. Mais pour d'autres, cette annonce agit comme une étincelle dans un climat déjà extrêmement tendu. Car à peine sa déclaration rendue publique, les réactions explosent. Des associations féministes dénoncent sa décision de poursuivre normalement ses spectacles alors que les accusations continuent d'émerger. Des pétitions circulent. Des appels au boycott apparaissent. Sur les réseaux sociaux, certains internautes appellent à l'annulation de concerts. D'autres prennent sa défense avec la même intensité, rappelant qu'ils contestent les faits et qu'aucune condamnation n'a été prononcée. L'opinion se fracture. D'un côté, ceux qui continuent de voir en lui l'artiste qu'ils admirent depuis toujours. De l'autre, ceux qui estiment qu'il est désormais impossible d'écouter ses chansons sans penser à l'affaire. Et au milieu, un public profondément partagé. Certaines salles de concert restent pleines. Les applaudissements continuent. Des fans chantent encore ses refrains avec émotion. Mais à l'extérieur, la contestation grandit. Des tribunes sont publiées, des débats agitent le monde culturel. Des voix s'élèvent pour demander si un